Merci de nous retrouver sur ce deuxième plateau d'Assurance TV consacré à la directive sur la distribution d'assurance. Nous avons le plaisir d'accueillir pour ce deuxième débat qui durera 25 minutes Bertrand de Surmont, président de la CSCA. Bonjour. Grégoire Dupont, directeur général d'AGA. Bonjour. Laurent Suchet, directeur pédagogique à F2A. Bonjour. Et Isabelle Menalafin, avocate, Astrée Avocat. Bonjour. Bonjour. Nous allons, sur ce deuxième débat, aborder des aspects plus concrets. J'aimerais tout de suite, pour ce débat de 25 minutes, rentrer dans le vif du sujet et parler des impacts concrets dans le quotidien des agents d'assurance d'un côté, des courtiers d'assurance. Donc il y a une question commune qui s'adresse à Bertrand, qui va commencer, et à Grégoire. Comment travailler concrètement sur la mise en œuvre de la DDA pour les courtiers d'assurance, Bertrand? Oui, merci de la question parce qu'elle est d'importance. Je rappelle en préambule que le cabinet de courtage moyen en France, c'est 250 000 € de commission et 4 personnes. Donc, par rapport à l'étendue des nécessités de mise en place de cette réglementation parmi d'autres, parce que ce n'est pas la seule, effectivement, ça pose des sujets très pratico-pratiques, d'organisation, de mise en place de process, de suivi de cette réglementation, parce qu'il ne s'agit pas de la mettre en place, il faut la faire vivre. Et ça, j'attirerai jamais assez l'attention de nos collègues sur ce sujet. Donc oui, c'est une vraie question dans laquelle je pense, et Bernard Delas l'a dit tout à l'heure, et je le prends comme de bon augure, il faut que toutes les parties prenantes de la place y travaillent. Les organisations professionnelles, bien sûr, sur la base de mise en place de services dédiés, on y reviendra peut-être tout à l'heure sur ce sujet, mais également le Trésor, également la CPR, parce que c'est une réglementation qui ne va pas se mettre en place toute seule, sauf à peser comme postulat que le consommateur étant au centre du sujet, on peut faire mourir des dizaines de cabinets de courtage sous le prétexte de la mise en place de cette réglementation. Donc des problèmes très concrets au quotidien des courtiers, avec je suppose aussi une logique de coût et d'investissement peut-être, non aussi. Tout ça est très coûteux, à la fois en argent, en investissement, mais en temps homme. On est sur des processus qui sont longs, ça a été rappelé dans la précédente table. Le métier de courtier est un métier, a été longtemps un métier de maquignon, un métier de la parole, un métier dans lequel on se tapait la main. Bon, l'histoire fait que les choses ne sont plus possibles de la sorte, mais voilà, c'est culturellement, on est en train de vivre un véritable changement, un choc, un tsunami et qu'il va falloir véritablement accompagner. Est-ce qu'on a le même choc, Grégoire Dupont, directeur général d'AGA, pour les agents généraux? Alors, on a le même enjeu d'une réglementation conçue pour des grandes entreprises, applicable à des TPE, de même que pour les courtiers, les agents généraux, donc 12 000 agents généraux. L'effectif moyen, c'est 2 à 3 collaborateurs. Donc, on a bien une complexité forte. Évidemment, on n'a pas de directeur juridique ou de directeur de la conformité dans une TPE de 3 personnes, qu'on l'ait en tête. Alors, on martèle qu'il y a un principe de proportionnalité dans ces dispositions. Mais quand on parle de mise en œuvre pratique, qui est la question Jean-Luc, il y a quand même un paradoxe. Cette directive, ce ne sont que des grands principes. Vous ouvrirez le code des assurances quand il sera transposé, vous regarderez ce que la CPR pourra nous écrire. Il n'y a rien d'écrit, d'opérationnel, je dois faire ci, je dois faire ça, etc. Ce ne sont que des grands principes. Donc c'est très compliqué d'anticiper cette réglementation. Nous, ce que nous faisons avec les gens, c'est que nous essayons de leur expliquer l'esprit, le mot a été utilisé tout à l'heure, c'est l'esprit des textes, les enjeux, les principes. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on retravaille sur la rémunération? C'est quoi le concept de conflit d'intérêt? Mais c'est très compliqué aujourd'hui, la mise en œuvre, avec une complexité supplémentaire pour les agents généraux que je représente ici. C'est que, comme il s'agit de grands principes, comme pour Solvabilité 2, ces principes vont être digérés par la compagnie mandante des agents généraux et choisir de faire un petit peu plus bleu foncé, compte tenu du fait qu'on travaille sur tel produit. Une autre compagnie pourrait être un peu plus bleu clair sur tel ou tel point. Donc, la préparation est complexe, puisqu'on doit attendre pour les agents généraux, pour une part, que leur choix d'organisation soit fait, le déploiement, qui va passer beaucoup par du déploiement informatique,
soit fait par des outils supplémentaires. Donc on peut sensibiliser, c'est ce qu'on explique, c'est ce qu'on fait, on explique, mais la mise en œuvre opérationnelle est fonction de la première digestion qui sera faite par les compagnies, et les compagnies sont encore dedans, et on ne leur jette pas la pierre, tout ça est assez compliqué. Elles n'ont pas encore digéré, les compagnies sur, Mais les textes ne sont pas sortis. C'est toujours le même sujet. Alors, on disait que 99,99% des... oui, mais justement, le pourcentage qui reste, peut-être pas 1%, peut-être un peu plus, et justement l'objet de ces discussions. Mais par exemple, le texte, oui, est quasiment finalisé. Alors, on l'a pas, c'est un peu l'Arlésienne. Hein. Les conseils d'État, on l'a vu passer par là, il repassera par là. Voilà. Mais on a quand même là un enchaînement de 6 réunions ACPR et organisations professionnelles qui a lieu en ce moment. Donc si le texte était limpide, on n'organiserait pas une série de 6 réunions, etc. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que concrètement, les agents ou les courtiers ne peuvent pas se préparer concrètement. C'est ça ? Non. Ils peuvent se préparer dans l'esprit, oui, mais pas concrètement. Non, je pense que non, il faut surtout pas laisser penser ça. Ça serait, je crois, très très dangereux. Je crois que soit à 75, 80, 99% du sujet, il est impératif que les intermédiaires au sens large, puisque la réglementation parle à l'intermédiation, à tous les intermédiaires, pardon. Il est indispensable que ces intermédiaires se mettent en marche. Et je sais, et ça a été dit tout à l'heure, mais je pense qu'il faut le rappeler, Grégoire l'a très justement souligné, voilà, un cabinet de 3 personnes ou une agence de 3 personnes, ben c'est très compliqué, ne serait-ce qu'en termes de fonctions réglementaires pour accompagner ce mouvement. Donc, non, il y a des choses à faire, il y a un état d'esprit à adopter, il y a à s'informer, déjà, je pense que ça peut commencer par là, et puis il y a à interpeller les associations professionnelles pour se mettre en marche, parce que on a obtenu à grande débauche d'énergie le recul de la date d'applicabilité de cette DDA au 1er octobre. La pire des choses, et nous, organisations professionnelles, on porte une grande responsabilité face à nos autorités de tutelle, la pire des choses serait que l'ensemble des courtiers et des intermédiaires arrivent au 1er octobre en n'ayant rien fait. Et là, on est sûr qu'on perd toute crédibilité dans le cadre des futurs rounds qui manqueront pas d'intervenir. Donc non, il faut se mettre en marche, s'informer. Voilà, je pense qu'il y a tous les moyens, tous les outils pour entrer dans le mouvement. D'accord. Donc pas trop d'inquiétude sur la... Si je peux donner un exemple, par exemple. Il y a un principe d'une revue des politiques de rémunération. La politique de rémunération, pour être clair, c'est la rémunération variable des salariés commerciaux. Voilà, c'est les primes. Ça doit être revu. Voilà. Et bien là, très concrètement, ce que nous faisons, on commence à expliquer à nos agents généraux employeurs, de commerciaux, de collaborateurs qui ont une rémunération, une prime sur objectif, fonction du chiffre d'affaires, il faut que vous leur expliquiez que ça va changer. Déjà ça. C'est un point, parce que c'est quand même extrêmement sensible. Les préparer au changement. Les préparer au changement, et après, nous-mêmes, organisations professionnelles, comme chacun le fait, on va proposer des modèles d'avenant au contrat de travail, prenant en compte, ce qui est complexe, le fait d'avoir des incitations à l'activité commerciale, qui est le job des commerciaux, et qu'on soit conforme aussi à l'esprit de la directive, etc. Donc c'est ça, par exemple, c'est très concrètement, leur dire, monsieur Dupont, commercial dans telle agence, il faudra quand même qu'on va se poser la question très prochainement, dans 1 mois, 2 mois, on va devoir regarder si la rémunération qu'on a signée il y a 3 ans, qui marche très bien, je suis très content de vous, on va peut-être devoir la faire évoluer. Donc il y a quand même une phase de descente au niveau des collaborateurs très concrètement. Voilà, on pourra parler de formation tout à l'heure, mais c'est des choses là qui sont à faire maintenant. Et après, on a besoin vraiment de passer sur des outils. Dans telle entreprise, on fait tel produit, on a tel marché. C'est ça qu'on doit changer. Ça, on n'a pas de sujet. Voilà, il y a tout un travail de prisme, de passer au tamis du mode de fonctionnement, des grands principes pour arriver à ça, faut qu'on change. Ça, faut qu'on ne change pas. Ça doit être changé de manière différente. En attendant, la politique compagnie pour les agents, parce qu'il y a ce prisme de compagnie, j'insiste, qui est important. Mais voilà, il y a des choses à faire tout de suite, mais toujours avec ce grand écart un petit peu compliqué entre grands principes et qu'est-ce que je fais réellement. Et là, malheureusement, c'est le chef d'entreprise qui doit s'y mettre, et notamment dans ces TPE, de dire, dans mon organisation, qu'est-ce que ça change ? Il est aidé par cette organisation professionnelle, il est aidé par cette émission, par exemple, mais c'est à lui d'endosser une bonne partie du travail. Malheureusement, encore pour lui. Alors, une petite question avant de questionner Isabelle sur les courtiers devront-ils accentuer leur relation avec les compagnies, la remontée d'informations. Les courtiers évoquent le risque de perte d'indépendance sur ce sujet-là. Vous en pensez quoi, Bertrand ?
Non, je ne crois pas qu'il y ait de risque de perte d'indépendance. Il y a, je dirais, avant d'aller plus avant dans le sujet, le problème de cette réglementation, on le sent dans la relation courtier-compagnie, c'est un problème de déplacement des curseurs de responsabilité. Voilà. Donc, sur des sujets qu'évoquera probablement Isabelle tout à l'heure, sur l'époque, sur toutes ces choses-là, on sent bien qu'à travers des mandats de délégation qui existent entre compagnies et courtiers et qui vont devoir être vus, voilà, on sent bien qu'il y a des tentations de faire bouger les lignes. Bon, on verra comment ça se passe. De quel côté la ligne pour ceux qui... Voilà, vous savez que quand même, il y a des grands intervenants en matière d'assurance et que voilà. Mais effectivement, c'est pour ça que je reprends l'origine du sujet. C'est effectivement la défense du consommateur et il ne faudrait pas que certains, à la lumière de la mise en place de cette réglementation, ne l'oublient par trop. Je le dis d'autant plus facilement que le courtier étant mandaté par son client, il a une place naturelle dans le cadre de ces dispositions. Voilà, maintenant, est-ce que ça va changer quelque chose avec les compagnies? Je pense que on est dans un mouvement, on n'est pas en train de créer une réglementation et une applicabilité ex nihilo. Il y a eu la DIA 1 en 2005, qui, encore une fois, a trouvé son application, j'ai envie de dire, progressive, pour être soft. Voilà, je pense qu'il y a un mouvement qui est en cours. Je pense, par contre, et je suis persuadé, et je crie souvent, je lance cet appel sur le fait que simplifions la mise en place, essayons de trouver des accords de place sur les mandats d'encaissement, essayons de trouver, on en reparlera probablement tout à l'heure, des logiques d'IPID ou des logiques de documents commerciaux qui soient communs, qui soient standardisés. Si on veut simplifier, alors oui, il va falloir faire dans le pragmatique et il va falloir prendre chacun des items de cette réglementation et dire, voilà, sur ce sujet-là, qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour simplifier la vie de tout le monde et en bout de chaîne, la vie du consommateur. C'est ce que tout le monde attend d'ailleurs. Oui, c'est ce que tout le monde dit. On verra si c'est ce que tout le monde fait. D'accord. On a entendu dans le plateau précédent parler de gouvernance produit. Alors derrière ce terme-là, un certain nombre de gens se posent des questions. Isabelle, concrètement, c'est quoi la gouvernance produit? Et surtout, comment on doit s'organiser? Voilà, alors c'est le sujet effectivement anxiogène. Voilà. Alors je ne voudrais pas rebondir pour que nos téléspectateurs finalement décrochent et disent on va changer de métier, mais il faut en parler. C'est un sujet nouveau là pour le coup. Hein. Là où je rebondirais sur ce qu'a dit Bertrand, c'est qu'il y a des sujets qui ne sont pas nouveaux dans la directive distribution. Il faut quand même rassurer les gens sur le fait que les chantiers de mise en œuvre pour les intermédiaires traditionnels, ils sont en œuvre depuis 12 ans. Donc tout n'est pas nouveau dans la directive distribution, mais ce sujet est nouveau. La gouvernance produit, eh bien, c'est un petit peu l'avènement d'une relation plus transverse dans la distribution du produit. On peut y voir des côtés négatifs, et c'est l'écueil effectivement d'une potentielle usine à gaz d'organisation et de mise en œuvre. Et là, je rebondis sur les deux représentants majeurs des acteurs principaux de la distribution de produits d'assurance, c'est-à-dire des entreprises de petite taille. On pourrait faire de la gouvernance produit un fantôme, quelque chose de très chronophage et au final pas efficace du tout. Alors qu'au départ, l'idée est belle, je pense, et elle est juste, parce qu'elle va rééquilibrer effectivement les forces et aussi, à mon sens, des responsabilités, mais dans un sens peut-être plus favorable aux distributeurs, dans la mesure où ce texte dit quoi? Ce texte dit, dans la mise en œuvre de la commercialisation d'un produit, il faut que concepteurs, qui peuvent être soit les fabricants, soit les distributeurs, soit les deux, se mettent d'accord et arrivent à démontrer que le produit a été conçu pour un certain nombre de clients, dont on a identifié les caractéristiques, les appétences, les propensions à s'intéresser aux produits, la capacité à comprendre ces produits, que ces produits aient un niveau de complexité qui soit adapté à des canaux de distribution. On ne vend pas la même chose par téléphone que ce qu'on vend par Internet, ou que ce qu'on vend face à face, ou que ce qu'on vend dans une relation de suivi avec des clients. Et en fait, tout ça dans l'esprit d'éviter des réclamations et d'éviter que des clients se retrouvent face à des situations de produits d'assurance inadaptés à ce qu'ils sont et à ce qu'ils sont capables de comprendre, et
des distributeurs aussi, qui soient confrontés à des mécanismes de commercialisation qui soient totalement orthogonaux par rapport à leur capacité d'organisation. Et justement, par rapport aux petites entreprises, qui sont l'essentiel du monde de la distribution, cet enjeu peut être un enjeu, effectivement, de défense d'un modèle économique qui soit un modèle économique de simplicité et de pragmatisme. Donc, la gouvernance produit, je pense que c'est un enjeu dont les distributeurs doivent se saisir. Et au contraire, pour dire, nous allons travailler avec les fabricants pour leur expliquer que le concept du produit doit avoir un versus pratique de distribution compatible avec nos moyens. Alors, comment ça va se passer en pratique ? Aujourd'hui, nous, on y travaille beaucoup parce qu'en fait, on a avocats, on y travaille énormément parce qu'on a beaucoup incité effectivement nos clients à ne pas attendre et surtout à se mettre déjà en conformité avec la première directive. Et si déjà on est conforme dans son exercice professionnel aujourd'hui, on est déjà très bien préparé à l'introduction de la deuxième directive. Mais sur ces sujets-là, eh bien, c'est l'idée de travailler sur la transversalité dans l'entreprise, c'est-à-dire de faire que se parlent des juristes, des gens du marketing, des gens de l'informatique, ou dans une petite entreprise, un patron et ses salariés. Parce que finalement, concrètement, c'est tout à fait possible et on se rend compte à l'échelle des agences générales que nous suivons énormément ou des courtiers de petite taille que nous suivons énormément, eh bien, vous pouvez remarquer que même dans une entreprise de 3 ou 4 personnes, parfois, on ne sait pas se parler. Parfois, on imagine des choses. Et c'est ça, la gouvernance produit. Et puis derrière, c'est d'aller voir ces fabricants, donc ces prestataires de services, organismes d'assurance ou banques, pour essayer de travailler avec elles sur la conception ou l'organisation de la distribution d'un produit. Alors, les forces peuvent paraître déséquilibrées quand on est un petit courtier, mais on sait qu'aujourd'hui, la distribution, en fait, du tout petit courtier n'est jamais souvent faite en direct avec une compagnie d'assurance, elle est souvent faite par l'intermédiaire de réseaux de distribution. Et de fait, effectivement, on sait que les courtiers grossistes ont notamment un rôle important à jouer dans cette démarche. On sait que les réseaux intégrés, il y a plein de formes de réseaux, peuvent apporter cette compétence. Néanmoins, la gouvernance des produits, c'est tout simplement être capable de se mettre d'accord. Alors, ça se résoudra très certainement par des dispositions contractuelles. On contractualisera les conditions dans lesquelles le produit est distribué. Ça générera, comme l'a dit Bertrand, des répartitions de responsabilités, mais je dirais, pourquoi envisager que les intermédiaires traditionnels soient défavorisés dans cette négociation ? Je pense qu'il faut au contraire être optimiste et se dire que jusqu'à maintenant, la législation faisait peser essentiellement sur l'intermédiaire la responsabilité de la distribution. C'est peut-être la possibilité aujourd'hui de se dire qu'on est plutôt dans une co-traitance, dans une collaboration, et que cette gouvernance des produits, elle pourra permettre, notamment aux autorités, qui je crois l'ont parfaitement saisi et compris, de dire que c'est aussi le fabricant qui est un petit peu responsable du produit qu'il met en œuvre. Alors un dernier sujet sur ce sujet-là, c'est surtout le dommage. J'ai toujours dit, et c'est vrai que ça surprenait beaucoup, il y a 3 ou 4 ans, que cette directive, pour moi, aurait un impact énorme sur le dommage, beaucoup plus sur la vie, puisque la vie, elle a déjà eu son lot de réglementations et de recommandations. Pourquoi ? Parce que ce sont les produits dommages qui sont très techniques. Ce sont les produits d'assurance de dommages qui relèvent de la plus grande technicité en assurance. Et là, effectivement, c'est aussi l'enjeu pour la distribution de dire, écoutez, expliquez-nous ce que vous avez voulu mettre pour que nous, face aux clients, nous ne soyons pas en porte-à-faux, distributeurs, soit quand on vend, soit quand on gère les sinistres, d'aller dire au client qu'il n'a finalement pas acheté ce qu'on lui avait vendu de façon prétendue. Donc c'est aussi un enjeu de clarification. Et c'est pourquoi j'aimerais optimiser cette gouvernance des produits et inciter les acteurs à s'y mettre en créant des groupes de travail pour négocier avec les fabricants. Bertrand, je vous voyais... Vous savez, je voulais juste intervenir sur ce sujet des POG. Les POG, pour nos internautes. La gestion des produits, dont vient de parler, la gouvernance des produits dont vient de parler Isabelle. Une des déviances possibles qu'on commence à observer, c'est que certaines compagnies se disent, sur tel type de marché qui est trop petit, trop peu rentable, je vais sortir. Parce que je n'ai pas envie de gérer 36 marchés cibles pour le compte d'une intermédiation. Donc, il va y avoir, sur cette réglementation, des logiques économiques qui vont très, très vite prendre le pas. Et en tout cas, nous serons, très vigilants sur le fait qu'il n'y ait pas des trous qui se créent dans le marché de capacité de souscription sur certaines typologies de marché. On a trop récemment vu ce que ça donnait dans d'autres secteurs. Donc, il va quand même falloir être assez vigilant
aux conséquences, là pour le coup, on reste dans le pratico-pratique de cette réglementation, et ça en est une. Quand vous dites rester vigilant, ça veut dire quoi comment concrètement ça va pouvoir se passer, cette vigilance? C'est d'abord se tenir au fait de ce qui se passe sur le marché, et ça, nos adhérents nous font remonter l'information. Mais c'est interpeller les compagnies, interpeller la FFA, bref, il va falloir qu'on soit... qu'on soit vigilant, qu'on soit présent sur cette petite partie de l'application de la réglementation. Sur la gouvernance produit, toujours, ça va être l'interprétation, la mise en œuvre. Mais on a des choses qui peuvent être aussi positives. Il y a une logique à l'heure qu'il est, les éléments d'information sont plutôt descendants à aujourd'hui, même s'il y a des protocoles, etc., de la compagnie vers le distributeur. Est prévu à mettre en œuvre, à concrétiser des éléments de remontée, c'est-à-dire certains, dans mes équipes en interne, on parlait de rôle de devoir d'alerte du distributeur. En tout cas, il y a une mission, une obligation de remontée d'informations, de difficultés, dysfonctionnements, etc. Et ça, si c'est bien fait, si c'est réellement mis en œuvre, ça peut être intéressant. Très positif. C'est très positif. Et si il y a pris en compte par la compagnie et d'une masse de distributeurs, qu'ils soient agents ou courtiers, de dire on s'est aperçu qu'il y avait tel et tel point qui bloquait un peu, le rond rentrait pas dans le carré, etc. On va adapter notre produit, etc. Donc il y a, comme dans toute réglementation, à la fin ce sera du bon ou du mauvais, mais ça dépend de la façon dont on va le mettre en œuvre. Mais il y a des choses intéressantes dans cette logique de remontée. Justement, c'est un peu il y a la logique de responsabilité et cette logique aussi de gestion de l'information. Donc, à voir. On a vu la gouvernance produit. Maintenant, on va peut-être aborder les enjeux de formation. Ils sont, je crois, relativement importants pour l'ensemble des professions concernées. Laurence, c'est quoi les nouvelles obligations des DA sur la formation? Et de façon très concrète, qui cela concerne et quels moyens doit-on mettre en œuvre pour cette formation? Alors, on va essayer d'être concret, effectivement. Donc, on a une obligation de formation aujourd'hui, une formation initiale, donc dans le cadre de la capacité professionnelle. La nouveauté des DA, c'est une obligation de formation de 15 heures, formation annuelle, pour permettre aux distributeurs d'assurance d'être au fait de toute l'évolution de la réglementation. Donc, la nouveauté, c'est d'abord cette obligation de formation continue. C'est ensuite un spectre plus large, puisque ça concerne les intermédiaires d'assurance, leur personnel, mais également les personnels des entreprises d'assurance qui exercent l'activité de distribution et également les personnes qui animent les réseaux. Donc vous voyez un spectre beaucoup plus large. Une date d'application à février 2019 et quant aux personnes concernées, donc je vous l'ai dit, les seules personnes qui sont exclues de ce dispositif, c'est les distributeurs à titre accessoire dans certains cas, notamment ceux qui travaillent sur tout ce qui est perte, vol, bagages, etc. Donc c'est vraiment une petite population par rapport à l'ensemble des personnes concernées par la formation. Quant aux aspects pratiques et comment faire, donc tout à l'heure Bertrand et Grégoire disaient que les petites structures avaient déjà beaucoup de choses à intégrer, à mettre en place par rapport à DDA. La formation en fait partie. Nous, on a beaucoup de questions de nos clients et donc ça fait un certain temps déjà qu'on travaille sur la mise en place d'un dispositif qui soit souple, qui soit digital, qui permette à chacun de pouvoir continuer l'exercice de sa profession, mais qui en même temps permette de répondre aux obligations de formation. Donc là, on est en train de mettre en place un dispositif sous forme de COC, donc un dispositif de COC. Donc c'est un dispositif, pour parler un petit peu plus français, c'est un dispositif qui sont des cours ouverts à une sélection de personnes, notamment des personnes salariées d'entreprise. Donc on va essayer de faire des COC dédiés à différentes dédiés à différentes populations. Donc nous aurons des COC proposés notamment aux intermédiaires directement, aux entreprises, aux mutuelles, aux institutions de prévoyance. Et donc on connaît relativement bien la multimodalité chez AF2A. Là, l'intérêt, c'est de pouvoir offrir cette multimodalité au service de cette obligation de formation. Et
et de proposer à la fois des modules e-learning, mais également des webconférences, de proposer des vidéos avec des experts, comme par exemple Grégoire ou Bertrand, sur des thématiques qui les concernent. C'est en tout cas de proposer un dispositif qui soit à même de faciliter la vie, notamment aux intermédiaires d'assurance de petite taille, pour leur proposer quelque chose clé en main qui leur permette de répondre à leurs obligations, puisque c'est une obligation qui arrive pratiquement demain. Donc on va essayer d'être prêts et de leur proposer quelque chose qui colle parfaitement à leurs obligations. Mais vous le serez, j'en suis persuadé. Moi aussi. Les intermédiaires en ont besoin. Grégoire, une réaction ? Oui, c'est vrai que c'est... Alors, pour le coup, dans l'ensemble du texte, à titre personnel et pour l'organisation, c'est peut-être le vrai bon levier. Parce qu'on peut empiler les textes, les documents à donner, les procédures, dans tous les sens. On peut, très bien. Mais se dire, et je trouve ça humainement très intéressant, à l'heure du tout digital, etc., de se dire que c'est la personne qui vend, qu'elle soit au téléphone, qu'elle soit en face à face, quel que soit le réseau de distribution. C'est là qu'il faut mettre des moyens. Je trouve ça assez sain, juste et peut-être efficace. Complètement. Voilà. Ouais, donc c'est plutôt, moi nous regarde les agents généraux et la fédération que je représente a toujours eu, avec son programme Cap Compétences en partenariat avec DESA, a mis l'accent sur ce point-là, mais toutes les fédérations le font. Je trouve ça assez sain qu'on s'intéresse à, finalement, pour utiliser un autre mot beaucoup plus RH, à l'employabilité et à la compétence des collaborateurs dans le secteur d'activité. Là, on arrive finalement de manière assez intéressante entre des obligations de formation professionnelle, vous êtes une spécialiste, vous le savez, qu'il faut maintenir à niveau les professionnels, et puis finalement on arrive au même point avec les obligations réglementaires. C'est-à-dire il faut que les personnes soient à niveau, le monde change, la partie réglementaire, la façon de distribuer les produits. Donc c'est plutôt, même si c'est lourd, même s'il y a une logique de coût, donc il faudra mettre de l'e-learning, il faudra mettre de la souplesse, il faudra etc. Mais l'enjeu pour le coup est intéressant et au titre des agents on n'y va pas les pieds en traînant les pieds parce qu'on trouve que c'est finalement intéressant de se donner un gage de on veut professionnaliser ce mode d'exercice, cette activité particulière qu'est la distribution. Donc on le regarde plutôt positivement, même si en enjeu organisationnel ça va être compliqué quand même. Ça va être très compliqué. Il faut 2 jours, c'est 2 jours par personne à bloquer dans les petites entreprises. Dans l'entreprise, c'est aussi compliqué chez les grandes, il faut l'avouer. Raison pour laquelle effectivement le distanciel peut permettre de jongler et d'avoir un peu de distanciel, d'avoir un peu de présentiel. C'est aussi permettre à chacun de pouvoir répondre à ses obligations, bien sûr. On arrive au terme de notre émission, mais avant cela, je voulais laisser le mot de la fin à une dame. Messieurs, vous avez commencé, donc je vais demander à Isabelle, je vais lui poser une question pour clôturer ce débat. À chaque fois qu'il y a une nouvelle réglementation, excusez-moi, on parle de contraintes et d'opportunités. Chaque fois, RGPD, et plein d'autres. Aujourd'hui, Isabelle, c'est quoi l'opportunité de la DDA ? L'opportunité de la DDA, c'est pour moi, effectivement, elle n'est pas juridique, elle est certainement pas réglementaire. Je pense qu'elle va provoquer effectivement une vraie redistribution des cartes sur ce marché. Il va y avoir, par l'ouverture de ce droit de la distribution, on crée finalement le droit de la distribution qui n'existait pas, des acteurs d'inégalité économique très fortes. Il ne faut pas se voiler la face. Les GAFA aussi interviendront sur ces sujets-là. Et donc, que vont devenir nos petits intermédiaires de petite taille ? Donc, je crois que l'opportunité, c'est de cultiver le small is beautiful et surtout de se dire que tout est permis et qu'il faut donc maintenant affronter ce nouveau marché par une redistribution complète des cartes, à mon sens, dans ce marché de la distribution des produits d'assurance. Alors, nos acteurs traditionnels, ils ont de l'avance. Ils sont censés avoir 15 ans d'avance sur cette réglementation. Mais c'est vrai que l'enjeu pour eux, c'est de s'affronter à des concurrents relativement puissants et qui sont, eux, déterminés à ne pas considérer la réglementation comme une contrainte. Voilà. Je crois que c'est le mot de la fin, c'est les règles du jeu. Nous avions 25 minutes, nous avons un petit peu dépassé le temps imparti. En tout cas, je vous remercie sincèrement de votre collaboration. Merci beaucoup. Nous allons clôturer ce direct en vous rappelant tout simplement notre prochain rendez-vous, le 19 avril 2018, direct à 17h. Merci, à très bientôt. Merci.